Les experts basket saison 4, épisode 11, ravi de vous retrouver sur Monaco Info pour un nouveau numéro de notre émission basket en compagnie de notre consultant Ali Traoré. Bonjour Ali. Bonjour. Tout va bien pour vous en ce début de semaine ? Très bien, très bien. Enfin le soleil est de retour, ça fait plaisir. Ben voilà, sur ce magnifique point météo, on attaque avec le débrief. C'est une période bien compliquée pour la Rocket Team, mon cher Ali, loin d'être glorieuse, que ce soit d'ailleurs bien sûr ou en dehors du terrain. On va commencer par ce qu'il y a sur le parquet, cette série de 5 défaites consécutives en Euroleague actuelle. Et sur cette quinzaine, il y avait eu une première défaite face à Bologne, 86-84. Bologne qui n'avait pas sa star Carsen Edwards et qui a crucifié nos Monégasques avec un tir quasi au buzzer de Vildoza. Elle est terrible avec une défense un petit peu suspecte aussi, qu'on a pu voir. Mais voilà, alors on va pas spoiler le reste des matchs, mais c'est symptomatique du mal-être de cette équipe de la Rocket Team. Une équipe comme la Virtus Bologne sans Carsen Edwards ne doit pas être en mesure d'avoir un tir pour la gagne. C'est tout. Ensuite, il y a eu une autre défaite, encore plus problématique peut-être au vu du score, du côté de Kaunas en Lituanie, 104-87. Avec un 35-18 encaissé dès le premier quart-temps. Ça veut dire que Monaco n'a finalement jamais été dans le match. Oui, ça veut tout simplement dire que les joueurs n'étaient pas prêts à jouer ce match, en sachant que Žalgiris-Kaunas, c'est un des endroits les plus compliqués à gérer au niveau ambiance, au niveau de l'intensité mise par l'équipe lituanienne. Monaco s'est tout simplement fait prendre à la gorge. Et quand on commence un match comme ça, en fait, on voit que mentalement, les joueurs n'y sont pas encore une fois, donc c'est terrible. On expliquera peut-être pourquoi. Bon, après, vous le savez déjà un petit peu, mais alors il y avait aussi Kevarius Hayes qui avait pris un petit coup, qui était absent. Ouais. On le répète, quand il n'est pas là, la raquette, elle est vraiment décimée. C'est très compliqué dans le secteur intérieur. Notamment dans la protection du cercle. Voilà, je le dis et le redis, Daniel Theis, c'est un super joueur, mais c'est pas un très bon défenseur. Il met 2-3 comptes de temps en temps, mais on va dire au niveau dissuasion, c'est pas ça du tout. Et on se rend compte à quel point Kevarius Hayes était très très important dans la protection de la raquette monégasque et même dans la défense en général, dans la défense collective en général. On peut utiliser un peu un joueur comme Blossom Game pour aider, mais c'est pas du tout son poste. Mirotic, j'en parle même pas. Donc voilà, un autre manque, un seul être vous manque et tout est dépeuplé. C'est beau. C'est beau, c'est un philosophe. Alors du côté du Žalgiris, 19 points et 8 passes, 26 dévals pour un certain Sylvain Francisco, qu'on avait oublié dans notre petit jeu des meilleurs joueurs d'Euroleague en fin d'année dernière. Il est sur une saison à 17 points, 6,7 passes de moyenne à 41% à 3 points. Mais honte à nous, tout simplement, parce que non seulement il est français, vous voyez, c'est beau, c'est français, mais on l'a oublié. En plus de ça, il cartonne. Après, je pense que c'est le fait qu'il joue aux Žalgiris Kaunas, qui n'est pas un club hyper médiatisé, qui fait qu'on l'a un peu oublié, mais clairement, il est en train de montrer que c'est l'un des tout meilleurs joueurs d'Euroleague, un des tout meilleurs meneurs d'Euroleague, et sur ce match-là, il a montré que c'était lui le patron. Et cette série de défaites s'est donc étendue avec la 5e face au Bayern Munich, défaite 91 à 82, où Monaco continue un petit peu de s'enliser dans la crise. Oui, le Bayern qui va beaucoup mieux depuis l'arrivée de Svetislav Pešić. Bravo. Voilà, c'est pas facile. Il est passé du premier coup. Il est passé. C'est beau. Qui a remplacé Gordon Herbert, qui a une équipe beaucoup plus dangereuse, qui a enchaîné quelques belles victoires, notamment avec Andreas Hops, mon petit chouchou. Sniper. Le sniper. Et encore une fois, vous arrivez à Munich, en sifflotant, forcément, ils vont vous faire du mal. Donc, c'est une équipe du Bayern qui est vraiment en phase ascendante, Monaco qui est en phase descendante, et malheureusement, ils n'ont pas pu gérer, encore une fois, Andreas Hops, qui a fait un gros match. Et côté Monaco, on est retombé dans les travers sur des actions à 0 passe, de l'isolation ou à une passe, pas trop de système encore une fois. Oui, on va en parler peut-être un petit peu plus tard, mais clairement, encore les égos reprennent le pas, quand tout va mal. Non, c'est fou parce qu'il n'y a pas si longtemps, il y avait 11 victoires d'affilée. Tout allait bien, il y a un mois. Il a fallu un match, et après, tout est reparti à zéro. On dirait qu'on est revenu en pré-saison, on repart sur les individualités, on repart sur la non-solidarité. Certaines individualités se mettent en lumière, mais ça n'apporte pas de victoire, donc c'est dommage. Alors, ce qui est inquiétant, sur cette série de 3 défaites en Euroleague de la quinzaine, c'est que c'est donc face aux Žalgiris, 9e, la Virtus, 15e, et le Bayern, 13e. C'est-à-dire
des équipes normalement abordables sur le papier pour Monaco. Oui, c'est inquiétant, en sachant que Monaco, clairement, a des ambitions de Final Four. Là, ne pas réussir à battre ces équipes-là, encore une fois, des équipes qui sont... Après, c'est l'Euroleague, on ne peut pas se dire qu'il y a des matchs faciles, il n'y en a pratiquement pas, peut-être à part l'Asvel, je suis méchant. Même l'Asvel gagne des matchs. Même l'Asvel gagne des matchs, attention. Se dire que Monaco n'arrive pas à battre ces équipes-là, ça fait peur, en sachant que les grosses équipes arrivent dans le calendrier. Alors on va parler un petit peu des joueurs aussi sur cette série. Jaron Blossomgame, 12 points, 14 points sur ces 3 matchs. Dans ce marasme un petit peu, il arrive à maintenir un niveau élevé et à assumer ses responsabilités. Oui, au-delà des points, il y a aussi tout l'impact qu'il met, l'impact physique, l'impact défensif, le côté guerrier. Voilà, qu'il a dû apprendre de John Brown à l'époque. Oui, exactement. C'est un super joueur, mais bon, maintenant, j'ai envie que tout soit lié, en fait. L'équipe, elle manque de lien. C'est individualité, pour qu'une équipe aille bien, il faut que toutes ces individualités regardent vers le même horizon. Bien sûr. Et j'aimerais vous faire réagir sur des stats que je suis allé trouver sur la sélection de tirs de la base arrière. Sur cette série justement de 3 défaites, Elie Okobo a pris à chaque fois 5 tirs seulement dans ces 3 matchs. Matthew Strazel en a pris 4, 2 et 5, alors que Mike James en a pris 12, 16 et 19. Qu'est-ce que ça veut dire, ce différentiel assez énorme dans le nombre de tirs pris par les 3 joueurs, entre guillemets, stars de cette base arrière? Vous aimez me mettre dans la difficulté? J'aime bien, c'est mon rôle, je suis obligé. Alors après, on va me dire que je suis un Mike James hater, ce qui n'est pas le cas du tout. Non, pas du tout. Et voilà, ce qui est vrai, c'est que vous l'avez dit, par les chiffres, le jeu est totalement déséquilibré par rapport à lui. Il prend pratiquement tous les shoots, en sachant que je pense qu'Elie Okobo et Matthew Strazel ont pu montrer que ce sont des joueurs qui sont capables de mettre quelques shoots. Voilà, encore une fois, les égos, les individualités. Quand ça va mal, forcément, Mike James, qui est un joueur supérieur au niveau individuel, il va se dire, bon allez, je vais sauver un peu la baraque, c'est moi qui vais faire le taf, mais malheureusement, il n'est jamais aussi fort que quand il distribue le jeu. Ouais. Quand il commence à arroser comme ça, forcément, l'équipe en pâtit. Est-ce que ça veut aussi dire que nos 2 arrières français en ont peut-être aussi un peu marre et qu'ils vont prendre moins de tirs parce qu'ils sont un peu lassés par cette situation ou... Oui, en parlant d'égo, ils sont pas mal les 2 aussi. Ouais. Donc, en France, on dirait des boulards, mais moi je dirais des égos bien dimensionnés qui leur permettent de faire une carrière intéressante. Clairement, moi je pense qu'ils en ont un petit peu à la casquette. D'accord, voilà. Après, du côté du championnat, malgré tout, ça se passe bien pour Monaco, qui l'a donc remporté 113-86 face au Portel et 92-78 à Chalon, dans un match qui aurait pu ne pas avoir lieu. On en parle tout de suite dans le point d'Ali. Un point d'Ali que l'on couple à la question du jour cette semaine, Ali, puisqu'on a beaucoup de choses à raconter sur ce thème. Quel avenir pour la Roca Team avec ces infos qui sont sorties dans la presse en fin de semaine dernière? Le contexte, les joueurs pas payés depuis 2 mois ont menacé donc de faire grève pour ce match à Chalon. S'en sont suivis des discussions avec plusieurs interlocuteurs. Ils ont finalement accepté de jouer ce match. Voilà votre avis global sur toute cette histoire un peu dingue. C'est le résultat de plusieurs années de malfonction, on va dire. C'est pas arrivé là, cette saison, qu'il y a eu des problèmes, des retards de paiement, on n'en parle pas aussi, les gens qui bossent dans le club, les gens entre guillemets lambda, avec des salaires entre guillemets lambda qui n'ont pas leur salaire, c'est dur aussi pour eux. Bien sûr. Et moi je pense que c'est un ras-le-bol général de la façon dont le club a été géré pendant ces 2-3 dernières années. Alors est-ce qu'on pourra discuter du bien fondé du fait que des joueurs qui gagnent énormément d'argent décident de faire la grève? On va dire beaucoup d'argent amène aussi beaucoup de charges. Oui. Et même, voilà, tu signes un contrat, tu attends d'être payé en temps et en heure, c'est normal. Moi, je pense que c'est vraiment un ras-le-bol. Et aussi, je pense aussi que c'est une question de non-communication. Okay. Alors, pour avoir joué au club, j'en sais quelque chose. Oui. Je connais un peu notamment l'une des personnes qui est en cause là-dedans. Et effectivement, au niveau communication, c'est très compliqué. Et à partir du moment où il y a eu une communication, apparemment, les joueurs ont décidé de jouer et c'est plutôt louable. Alors la Ligue nationale de basket s'en est mêlée aussi et aurait fait une avance de 500 000 €
qui permettrait au club de payer la luxury tax. Alors expliquez-nous un petit peu cette histoire aussi. Ah d'accord, maintenant je suis... Vous avez votre casquette de mathématicien, je suis vous êtes directeur financier. Oui. Très intéressant, merci, vous ne me mettez pas dans la difficulté. Mais grossièrement, bien sûr, on le rappelle, donc il y a ces 2 millions de luxury tax à payer. Oui. On peut comprendre que les clubs de Betclic Elite aient plutôt mal vu le fait que la Ligue ait fait cette avance de 500 000 €, mais au final, ils vont aussi s'y retrouver un petit peu dans l'histoire. Alors, de ce que j'ai compris, alors déjà, Monaco, pourquoi doit payer une luxury tax par rapport aux charges qui sont moindres pour les joueurs étrangers. Ouais. Donc pour rééquilibrer, on va dire, un petit peu le championnat, la LNB, à tort ou à raison, a décidé de mettre en place cette taxe qui ne concerne que les monégasques. La LNB n'a pas reçu cette taxe des dirigeants monégasques actuellement, donc ils se disent, bon, on va faire une avance comme ça. Les joueurs, ils vont jouer. Le bâton. Voilà, les joueurs ne vont pas faire de grève. Le championnat ne sera pas faussé, parce que forcément, si les joueurs ne vont pas jouer et qu'on envoie les espoirs, forcément, Monaco perdra. Hein. Ouais. Et la Ligue aussi, en termes d'image. Et la Ligue perdra en termes d'image, même si là, actuellement, l'image est écornée, parce que certains clubs disent que ce n'est pas normal. Mais la technicité, là-dedans, c'est que, en fait, les 500 000 € sont envoyés au syndicat et ils seront redistribués ensuite, une fois que la Roca Team aura remboursé, cet argent sera redistribué au club dans le cadre de la luxury tax. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué. Mais... Tout le monde s'y retrouve en gros. On donne 500 000 € à Monaco, et puis les 2 millions que Monaco va payer vont être dispatchés à tous les autres clubs de Betclic Elite. Tout à fait, si la reprise se fait assez rapidement par le gouvernement monégasque, ce qu'on espère tous, bien sûr. Exactement, vous l'avez dit, c'est donc l'État monégasque qui va devoir un peu endosser le costume de sauveur pour sauver le club. Tout à fait, parce que de ce que je ressens, la Roca Team est devenue une vitrine de la principauté à l'international. Donc c'est important de préserver ce club. Alors on rappelle aussi qu'il y a une audition de reprise du club qui doit avoir lieu, qui a été reportée une nouvelle fois, et que les dettes s'estiment à plus de 10 millions €. C'est pas non plus de la détounette, j'ai envie de dire, de la petite dette. Ah non. Déjà quand je dois 50 balles, je non, c'est quand ça commence à parler en dizaines de millions d'euros, ça commence à être très très compliqué. Donc oui, clairement, il faut tourner la page. Vraiment, il faut tourner la page de la direction actuelle et là, l'État vient en pompier de service et ensuite essayer de repartir sur des bases beaucoup plus pérennes pour le futur. Eh bien, on va suivre en tout cas cette histoire qui risque de se décanter encore une fois dans les jours et les semaines qui viennent. Ali, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous avez été parfait en directeur financier, coach, directeur financier. Vous pouvez monter votre club de basket prochainement. Merci aussi à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt sur Monaco Info pour un nouveau numéro des Experts Basket.